Je voulais qu'on parle, pour terminer, de cette étude étonnante, ce sondage Opinionway je retrouve leur nom, Jean Jaurès. alors c'est la Fondation Jean Jaurès, mais pour le collectif Sens du service public. Je suis allé voir sur le site tout à l'heure pour savoir qui composait ce collectif du service public et il n'y a aucun nom qui apparaisse. C'est assez étonnant. Et donc la Fondation Jean Jaurès et la CASDEM, on va citer tout le monde, et qui arrive à ce résultat assez surprenant. Près de 4 Français sur 10 seraient d'accord pour un retour de la taxe d'habitation en échange, évidemment, d'une amélioration des services publics locaux. Ce qui est un peu contre-intuitif ou contradictoire dans ce sondage, c'est que 70% des Français en même temps s'estiment satisfaits de la qualité de leurs services locaux. Mais allez, un petit dernier débat ensemble pour savoir, fallait-il ou pas supprimer la taxe d'habitation? C'était la mesure waouh de 2017 d'Emmanuel Macron. Près de 20 milliards quand même de suppression d'impôts, ça n'est pas rien. Qu'est-ce qu'il en reste 9 ans plus tard? Pas grand-chose, j'ai l'impression, Ryan Nezar. Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur 2 autres points du rapport et après arriver sur la taxe d'habitation, parce qu'il y a 2 choses qui m'ont marqué. La première, c'est le sentiment d'un manque de moyens pour les services publics locaux, qui est très largement partagé par nos compatriotes et qui peut paraître paradoxal, là encore, quand on regarde les grands chiffres, puisqu'on a 57% de la richesse nationale qui est consacrée aux dépenses publiques. En fait, ça s'explique assez bien. C'est que dans cette dépense publique, la part qui est consacrée aux services publics de production, si je puis dire, de services au public, est de plus en plus faible, tandis que la part qui est consacrée à la protection sociale au sens large, et en particulier aux retraites, augmente du fait du vieillissement démographique. Je prends simplement l'exemple des retraites, vous connaissez les chiffres, 1 euro sur 4 de dépenses publiques est consacré aux retraites. Et quand on regarde le budget de l'éducation nationale, on en parlait, sur 100 euros que dépense l'éducation nationale, vous avez 30 euros qui ne vont ni au salaire des professeurs, ni à l'achat de manuels scolaires, ni à la rénovation du bâti scolaire, mais qui vont au financement des retraites. Donc pour moi, c'est ce paradoxe-là qui explique ce sentiment de manque de moyens qui est justifié pour les services publics. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est le besoin de retrouver de l'humain dans les services publics, notamment locaux. Absolument. Alors, il y a la question pour les actifs, par exemple, de l'élargissement des horaires d'accueil, places en crèche, périscolaire, bibliothèque. Il y a la question pour les seniors d'avoir un humain face à soi quand on a des questions, quand on veut obtenir des réponses ou un accompagnement sur un service public. D'où d'ailleurs le succès des maisons France Service, qui sont sans doute une des réponses qui ramène et de la proximité et de l'humain à nos compatriotes. Néanmoins, il ne faut pas non plus tomber, je pense, dans la technophobie. Simplement, il faut mettre la technologie au bon endroit. Et le bon exemple, c'est peut-être d'avoir de l'humain face à soi et de l'IA, par exemple, en back-office, et pas l'inverse. Pour terminer sur la taxe d'habitation, alors là, un vrai et total désaccord sur cette idée qu'il faudrait restaurer la taxe d'habitation. Je rappelle quand même que ça a été un gain de pouvoir d'achat de 700 euros pour 24 millions. C'était 20 milliards, hein, enfin 18 milliards. 18 milliards à l'époque. Mais... Donc c'est quand même... Rétablir la taxe d'habitation, c'est concrètement augmenter les impôts de 700 euros par foyer. Boucher à Valais n'a plus de goût. Plus personne ne s'en souvient, je pense, aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et c'est le faire d'autant plus sur les classes moyennes, puisque à l'époque, 1 Français sur 4 était exonéré de taxe d'habitation, un Français plutôt modeste. Et donc tous les arguments qui visent à dire il faut très très vite augmenter les impôts, rétablir la taxe d'habitation pour avoir de meilleurs services publics locaux, je pense que c'est assez triste parce que c'est vraiment l'argument qui consiste à dire une solution, une taxe. Il faut vraiment qu'on sorte de ce mécanisme. Et en même temps, la suppression de la taxe d'habitation a fait flamber la taxe foncière, donc ça veut dire une assiette qui s'est concentrée sur les propriétaires vrai, ça, plutôt que payer... Ça a été un discours d'un certain nombre de communes. C'est vraiment pas ce qu'on a observé. Il y a pas eu en fait, il y a eu une compensation de la taxe d'habitation. Oui. Il y a eu donc en ça parallèle des hausses de taxes foncières décidées par les maires, mais en plus de ces ressources. Décidé par les maires, décidé par le Parlement, indexé sur l'indexation des bases, comme tous les ans. Sur les bases et rajouté en plus par les maires, parce qu'il faut bien un peu de ressources fiscales au niveau local quand même. Et donc ils auraient pu faire des économies à la place. Plutôt, absolument. Mais fallait-il supprimer la taxe d'habitation? Allez, Frédéric Farah et Rafik Smati. Il nous reste 4 minutes. Je vais être rapide parce que je ne voudrais pas prendre toute la place. Bon, là, ce sondage ou autre nous dit 2 choses.
que les Français ont à la fois la mauvaise humeur fiscale, mais en même temps un rapport à l'État, je t'aime moi non plus. Oui. Donc c'est-à-dire que d'un côté, on complexité de l'âme humaine, y compris citoyenne, nous écrase, mais au moindre souci, on lui demande une loi, on lui donne une intervention, une subvention, une aide, un coup de main. Donc c'est je t'aime moi non plus en permanence, la mauvaise humeur fiscale, mais s'il te plaît, sois là, ne t'en va pas. Bon, donc ça c'est notre spécialité et ce sera toujours ainsi. Deuxièmement, autre chose, c'est que comme le grand discours depuis certaines années, c'est que d'où peut venir le pouvoir d'achat? D'un seul instrument, le fiscal. Et comme c'est un des derniers qui nous reste, vraiment sur lequel on peut agir, la politique commerciale, on a vu, elle n'est plus trop de notre ressort, la politique budgétaire, n'en parlons pas, la politique monétaire, c'est plus notre affaire, la politique concurrence n'est plus notre affaire. Donc qu'est-ce qui nous reste comme jouet? Le fiscal et le social. Oui. Donc forcément, on joue avec ce qui nous reste. Hein. Donc c'est bien simple, puisque le fiscal doit tout faire. Doit nous redonner de la compétitivité, doit nous redonner du pouvoir d'achat, doit, comment dire, nous... Taxe comportementale, nous expliquer comment on doit vivre, etc. Doit nous rendre de la justice sociale. Donc la fiscalité fait tout, mais comme elle fait tout à la fin, elle le fait mal. Ouais. Donc inévitablement. Donc aujourd'hui... Et se pose aussi la question, il y a une problématique, et je me tais, c'est aussi sur les finances publiques locales, c'est-à-dire les ressources des finances publiques locales. Il y a quand même une décorrélation entre les services qu'on peut vous apporter localement maintenant et les ressources possibles. Et surtout qu'on sait aussi un lien entre le maire et le contribuable. Historiquement, on avait créé un truc en France qu'on appelait le département-providence. C'est-à-dire, c'était le département qui jouait le rôle d'un État social. Qui aujourd'hui, en tout cas, distribue les dépenses sociales, effectivement. Rafik Smati, fallait-il supprimer la taxe d'habitation? Faut-il la rétablir? Non et non. Bon, vos deux questions. Fallait-il la supprimer? Non, pour deux raisons. D'abord, je pense important qu'il y ait un impôt direct, si petit soit-il, dans notre pays. Le fait que vous ayez aujourd'hui toute une partie de la population d'enlèvement des ordures ménagères, ne paye pas d'impôt direct, non mais je trouve ça philosophiquement malsain. Et deuxièmement, la suppression de la taxe d'habitation, ça a été un axe. On parle beaucoup de décentralisation, on se gargarise en disant qu'il faut décentraliser. C'est un acte de centralisation par excellence. C'est-à-dire qu'on a enlevé de la souveraineté aux collectivités locales qui ne peuvent plus lever l'impôt. Donc c'est doublement problématique. Maintenant, est-ce qu'il faut la rétablir? Non, je crois qu'il faut arrêter, dès qu'on a un problème, dès qu'on est en situation difficile, de raisonner par l'impôt. C'est fait. Moi, je préfère qu'on dépense notre énergie à savoir comment on va construire la France du futur, l'Europe du futur, comment on va enlever des normes, comment on va permettre à nos entreprises d'innover, d'embaucher. Je préfère qu'on se concentre là-dessus plutôt qu'on essaye de sortir la boîte à idées des normes. Et des normes et des taxes. On est très fort en Europe pour le faire, mais il faut absolument se garder de cette grosse dérive comme on a l'habitude. Surtout le sujet de la taxe d'habitation, c'est que sa suppression n'a pas été financée intégralement. Les 2 premières années, 2018-2019, les 2 premières marches ont été financées. Puis ensuite est venu le Covid, est venu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais initialement, l'engagement, c'était de supprimer pour 80% des Français. Oui. Puis ça a été élargi à 100%. Et ces dernières marches n'ont pas été financées. Il est là le problème. Je pense qu'il aurait fallu se dire, on réduit les impôts qui pèsent sur les entreprises comme sur les ménages en France parce qu'on est aujourd'hui champion d'Europe ou vice-champion d'Europe. Et donc il y a un intérêt économique et social à réduire, mais en parallèle, on fait des efforts de réforme, on fait des efforts d'économie, et pas qu'au niveau de l'État, aussi au niveau des collectivités territoriales, pour que cette baisse d'impôts ne se traduise pas par du déficit. Et pour terminer, et on se dit que le pouvoir d'achat ne se joue pas que par la feuille d'impôt. Ça se joue d'abord par la feuille de salaire. Bien sûr. C'est quand même le premier sujet. Donc être plus productif, monter en gamme, effectivement sortir de cette logique d'une France low cost si on veut avoir de meilleurs salaires et des progressions salariales. Et puis enfin une politique de concurrence dont on ne parle plus et qui doit permettre sur certains secteurs de faire baisser les prix et d'être là aussi plus productif.